La guerre du Vietnam n'était pas seulement une guerre de jungle et de rizières. C'était une guerre de mer, de golfe, de delta et de rivières boueuses. Et pour dominer chacun de ces théâtres, la marine américaine a déployé une flotte d'une ampleur colossale, des porte-avions nucléaires capables de rester en mer indéfiniment, jusqu'aux canonnières fluviales crachant des flammes dans les couloirs étroits du Mécogne. Voici chaque navire de guerre américain utilisé au Vietnam, classé, expliqué, sans rien omettre. Classe Enterprise. La classe Enterprise représentait l'avenir absolu de la guerre navale. Propulsée par l'énergie nucléaire, elle pouvait rester en mer sans limite de carburant, lançant des sorties aériennes ininterrompues contre le Nord-Vietnam. Son autonomie opérationnelle et sa capacité à embarquer des dizaines d'aéronefs en faisaient le centre de gravité irremplaçable de toute la stratégie aéronavale américaine dans le golfe du Tonkin. Classe Kitty Hawk. La classe Kitty Hawk constituait la colonne vertébrale de l'aviation embarquée américaine. Conçue pour supporter des frappes lourdes et prolongées, elle offrait une plateforme stable à des escadrons entiers d'avions d'attaque. Sa capacité de projection de puissance aérienne permettait d'atteindre des cibles profondément ancrées dans le territoire nord-vietnamien, faisant de chaque déploiement une démonstration écrasante de supériorité technologique américaine. Classe Forrestal. La classe Forrestal entrait dans l'histoire comme la première génération de super porte-avions. D'une taille imposante, elle redéfinissait les capacités aéronavales américaines. Malgré un incendie tragique à bord, elle continua de projeter la puissance aérienne américaine sur tout le golfe du Tonkin, prouvant que même endommagée, cette classe de navires demeurait une force de frappe d'une redoutable efficacité opérationnelle. Classe Midway. La classe Midway avait été profondément modernisée pour accueillir les jets de nouvelle génération. Sa longévité opérationnelle exceptionnelle témoignait de la solidité fondamentale de sa conception originale. Adaptée aux exigences croissantes de la guerre aérienne moderne, elle traversa plusieurs décennies de service actif, se révélant indispensable pour maintenir une présence aéronavale continue dans les zones les plus sensibles du théâtre asiatique. Classe Essex. La classe Essex était une légende de la Seconde Guerre mondiale reconvertie avec succès pour un conflit d'une nature radicalement différente. Redéployée principalement dans des missions de lutte anti-sous-marine et d'appui aux opérations côtières, elle démontrait que les grandes conceptions navales ne vieillissent jamais vraiment. Sa fiabilité éprouvée et son armement polyvalent en faisaient une présence rassurante dans la flotte américaine du Pacifique. Classe Iowa. La classe Iowa faisait retentir le bruit de la guerre différemment. Ses canons de 16 pouces produisaient une déflagration audible à des kilomètres, écrasant les positions côtières nord-vietnamiennes avec une précision brutale. Ces cuirassés représentaient la puissance de feu conventionnelle portée à son paroxysme, chaque salve transformant des fortifications ennemies en cratères fumant le long des côtes du Vietnam. Classe Long Beach. La classe Long Beach incarnait l'avant-garde technologique de la flotte américaine. Seul croiseur à propulsion nucléaire de son époque, il embarquait des systèmes radars et de détection d'une précision inégalée. Son rôle principal consistait à protéger les groupes porte-avions contre toute menace aérienne, formant un bouclier électronique sophistiqué autour des unités les plus précieuses de la marine américaine. Classe Lehigh. La classe Lehigh était une réponse directe aux nouvelles menaces aériennes modernes. Ces croiseurs lance-missiles à double extrémité étaient architecturés autour de la défense antimissile et anti-aérienne de la flotte. Constamment en alerte, ils surveillaient les espaces aériens environnants et pouvaient engager simultanément plusieurs cibles, garantissant une protection multicouche indispensable aux formations navales opérant dans les eaux dangereuses du golfe du Tonkin. Classe Bainbridge. La classe Bainbridge entrait dans l'histoire comme le premier destroyer leader à propulsion nucléaire au monde. Son autonomie quasi illimitée lui permettait d'accompagner les porte-avions nucléaires sans jamais nécessiter de ravitaillement en carburant.
Cette endurance exceptionnelle transformait chaque déploiement en une démonstration de la supériorité stratégique américaine dans les longues campagnes navales au large des côtes vietnamiennes. Classe Belknap. La classe Belknap symbolisait la polyvalence moderne de l'escorte navale. Capable d'affronter simultanément des menaces sous-marines, de surface et aériennes, elle embarquait à la fois des missiles guidés et un pont d'envol pour hélicoptères. Cette combinaison unique lui permettait de constituer un maillon essentiel dans le dispositif de protection des groupes de combat américains opérant en mer de Chine méridionale. Classe Boston. La classe Boston représentait une transition fascinante entre deux aires navales distinctes. Ancien croiseur lourd reconverti, il combinait les canons traditionnels de grand calibre avec des systèmes missiles surface-air de nouvelle génération. Ce mélange atypique d'armements anciens et modernes s'avérait étonnamment efficace pour fournir un appui feu côtier tout en assurant une défense antiaérienne de base aux formations américaines. La classe Galveston était issue de coques anciennes transformées en défenseurs longue portée. Équipée du missile Talo, l'un des systèmes antiaériens les plus puissants de l'époque, elle constituait un rempart avancé contre les aéronefs ennemis. Sa spécialisation dans l'interception à grande distance permettait de tenir les menaces aériennes bien au-delà du périmètre immédiat des groupes porte-avions américains. La classe Providence n'était pas conçue pour frapper en premier, elle était conçue pour diriger. Ces croiseurs reconvertis en navires de commandement et de contrôle servaient de quartiers généraux flottants, coordonnant des opérations navales complexes impliquant simultanément des dizaines d'unités. Leur capacité de traitement de l'information et de communication en faisait le cerveau opérationnel des grandes formations amphibies et de combat. Classe des Moines. La classe des Moines représentait l'apogée absolu du croiseur lourd à canon conventionnel. Ces pièces d'artillerie de 8 pouces à chargement automatique pouvaient délivrer un volume de feu titanesque en un temps record. Ce débit de tir exceptionnel en faisait un soutien-feu côtier redoutable, capable de saturer des positions ennemies entières avec une cadence que peu d'autres navires de l'époque pouvaient égaler. Classe Baltimore. La classe Baltimore incarnait la fiabilité forgée au combat. Ces croiseurs lourds, aguerris par la Seconde Guerre mondiale, se consacrèrent principalement à l'appui feu naval le long des côtes vietnamiennes. Heure après heure, ils martelaient méthodiquement les positions ennemies terrestres, offrant aux soldats américains et alliés un soutien d'artillerie navale continu d'une précision et d'une puissance dévastatrice. Classe Cleveland. La classe Cleveland compensait sa taille inférieure par une activité opérationnelle intense. Ces canons de 6 pouces à tir rapide en faisaient un soutien particulièrement apprécié des unités terrestres en contact. Déployée en permanence sur l'ensemble du théâtre vietnamien, cette classe d'une grande agilité navale apportait une puissance de feu réactif précisément là où les troupes au sol en avaient le plus immédiatement besoin. Classe Charles F. Adams. La classe Charles F. Adams marquait l'entrée définitive du destroyer dans l'ère guidée. Premier destroyer conçu dès l'origine pour emporter des missiles guidés, il combinait une vitesse élevée, une silhouette élancée et des capacités antiaériennes de premier ordre. Leur présence dans les groupes de combat américains au Vietnam représentait un saut qualitatif majeur dans la protection des formations navales contre les menaces aériennes modernes. Classe Forrest Sherman. La classe Forrest Sherman clôturait l'ère des destroyers purement artilleurs. Conçue pour la vitesse et l'agilité, elle excellait dans une palette de missions extraordinairement variées, de la garde d'avions en difficulté jusqu'au bombardement intensif des côtes. Sa polyvalence opérationnelle irremplaçable en faisait l'une des classes les plus sollicitées de toute la flotte américaine déployée dans les eaux vietnamiennes. Classe Goering. La classe Goering avait survécu à la Seconde Guerre mondiale pour renaître dans un conflit d'une nature totalement différente. Modernisée et rééquipée, elle devenait le véritable cheval de labour de la flotte de destroyers américaine. Présente sur tous les fronts navals simultanément,
Cette classe d'une endurance et d'une fiabilité légendaires assumait les missions les plus exigeantes avec une constance que peu d'autres navires pouvaient égaler. Classe Allen, Monsieur Sumner. La classe Allen, Monsieur Sumner tirait sa puissance de ses affûts doubles parfaitement coordonnés. Malgré ses dimensions modestes comparées aux destroyers plus récents, elle développait une puissance de feu réelle et significative. Ses missions de patrouille et d'escorte des grandes unités de combat l'amenaient à couvrir des milliers de milles nautiques dans les eaux agitées du Pacifique occidental et du golfe du Tonkin. Classe Fletcher. La classe Fletcher était une légende vivante de la marine de guerre américaine. Née de la Seconde Guerre mondiale, elle continuait de servir avec une efficacité remarquable dans un conflit d'une génération entière plus tard. Son armement d'artillerie substantiel et sa conception fondamentalement solide la rendaient parfaitement adaptée aux missions d'appui feu côtier, prouvant qu'un excellent navire traverse les époques sans perdre sa valeur opérationnelle. Classe Farragut. La classe Farragut était architecturée autour d'une mission unique et critique: protéger les porte-avions. Ses radars longue portée et ses systèmes missiles de haute performance constituaient une première ligne de défense antiaérienne indispensable. Positionnée stratégiquement aux avant-postes des groupes de combat, elle interceptait les menaces aériennes bien avant qu'elles puissent approcher des précieux porte-avions qu'elle avait pour mission absolue de défendre. Classe Meacher. La classe Meacher représentait une expérimentation navale ambitieuse. Ces navires imposants pour leur catégorie intégraient des technologies expérimentales destinées à définir la prochaine génération d'escorteurs américains. Bien que peu nombreux, ils servaient de laboratoire opérationnel flottant, testant en conditions réelles des systèmes d'armes et de détection dont les enseignements allaient profondément influencer la conception des futurs escorteurs de la marine américaine. Classe Garcia. La classe Garcia chassait ce que les yeux ne pouvaient pas voir. Ces frégates spécialisées dans la guerre sous-marine embarquaient des sonars avancés et des propulsions particulièrement silencieuses pour traquer les sous-marins ennemis dans leur profondeur. Leur capacité à opérer discrètement les rendait redoutables dans un environnement où la détection précoce constituait la différence absolue entre la survie et la catastrophe pour l'ensemble de la formation navale. Classe Brooke. La classe Brooke réunissait deux disciplines navales distinctes en une seule plateforme cohérente. En combinant des capacités anti-sous-marines éprouvées avec un système de missiles guidés, elle offrait une défense équilibrée aux convois et groupes de tâches de taille intermédiaire. Sa flexibilité opérationnelle lui permettait de s'adapter rapidement aux menaces changeantes, couvrant simultanément les menaces venues des profondeurs et celles venues du ciel. Classe Knox. La classe Knox se distinguait immédiatement par son immense sonar de proue caractéristique. Escorteur dédié par excellence, elle était construite pour endurer les mers les plus déchaînées tout en maintenant une vigilance anti-sous-marine permanente et infaillible. Sa robustesse structurelle exceptionnelle lui permettait d'opérer dans des conditions météorologiques sévères sans jamais compromettre l'efficacité de ses systèmes de détection sous-marine. Classe Delay. La classe Delay inaugurait l'ère moderne des escorteurs océaniques américains d'après-guerre. Petite et maniable, cette conception simple mais ingénieuse apportait une protection efficace aux navires de soutien plus lents qui en avaient le plus besoin. Sans prétendre rivaliser avec les grandes unités de combat, elle accomplissait des missions d'escorte et de patrouille essentielles avec une fiabilité remarquable dans les eaux du Pacifique occidental. Classe Claude Jones. La classe Claude Jones incarnait la philosophie de l'efficacité fonctionnelle sans superflu. Conçue pour une production en série rapide, elle assurait les tâches d'escorte et de patrouille les moins spectaculaires mais absolument indispensables à la logistique globale de l'effort de guerre. Sans glamour apparent, ces navires maintenaient la continuité des flux vitaux qui permettaient à l'ensemble de la machine de guerre navale américaine de fonctionner. Classe Iwo Jima. La classe Iwo Jima révolutionnait la conception même du débarquement amphibie. Premier navire au monde spécifiquement construit pour les opérations aéromobiles amphibies,
Il transformait le paradigme classique du débarquement maritime en une manœuvre aérienne. Les hélicoptères décollant de leurs ponts déposaient les marines directement à l'intérieur des terres, court-circuitant les défenses côtières et ouvrant une nouvelle doctrine de projection de force. Classe Raleigh. La classe Raleigh constituait une avancée majeure dans la conception des navires amphibies polyvalents. Ces transports de dock amphibies réunissaient dans une coque unique les capacités de transport de troupes, de stockage d'équipements lourds et de mise en œuvre d'engins de débarquement. Cette intégration fonctionnelle simplifiait radicalement la planification des opérations amphibies complexes, réduisant le nombre de navires nécessaires et accélérant significativement les délais de débarquement. Classe Austin. La classe Austin poussait plus loin encore l'évolution des navires amphibies américains. Son grand puits d'inondation arrière permettait de mettre à l'eau des engins de débarquement directement depuis la mer ouverte, sans nécessité de mouillage préalable sur plage. Cette capacité unique accélérait considérablement la transition des troupes du navire vers le rivage, réduisant la fenêtre de vulnérabilité durant la phase critique des opérations de débarquement. Classe Thomaston. La classe Thomaston assurait le transport des équipements les plus lourds que les autres navires amphibies ne pouvaient embarquer. Ces navires de débarquement à dock inondable ouvraient littéralement leurs poupes à la mer pour laisser sortir les engins de débarquement chargés de chars et d'artillerie lourde. Cette capacité de débarquement d'équipements blindés en faisait un maillon absolument indispensable de toute grande opération amphibie américaine. Classe Anchorage. La classe Anchorage amplifiait les capacités de sa génération précédente avec des dimensions et une capacité de charge significativement supérieure. Ces navires de débarquement ad hoc amélioraient l'efficacité logistique des groupes amphibies en embarquant simultanément plus de chars, de camions et de matériel lourd. Leur contribution à l'acheminement rapide d'équipements blindés directement sur les plages en faisait des éléments clés des débarquements de grande envergure. Classe Terrebonne Parish. La classe Terrebonne Parish livrait directement l'armure au combat. Ces navires de débarquement de chars pouvaient s'échouer délibérément sur le rivage, ouvrir leurs proues et déverser directement des chars lourds sur la plage sans aucun intermédiaire. Ce débarquement en contact direct supprimait toute la chaîne logistique intermédiaire, permettant aux blindés d'entrer immédiatement en action depuis le sable même de la plage de débarquement. Classe DeSoto County. La classe de Soto County représentait une version raffinée et améliorée du navire de débarquement de chars. Offrant une vitesse de transit supérieure et une capacité de chargement accrue, elle optimisait le flux continu d'équipements lourds entre les navires ravitailleurs et le rivage. Sa contribution à la logistique des opérations côtières était permanente et critique, maintenant sans interruption le flux de matériel indispensable aux troupes engagées sur le terrain. Classe Newport. La classe Newport brisait délibérément les conventions du débarquement traditionnel. Sa rampe de proue surélevée innovante permettait d'atteindre des vitesses de transit bien supérieures aux navires de débarquement conventionnels, tout en conservant la capacité de livrer des véhicules blindés directement sur la plage. Cette rupture technologique délibérée transformait la vitesse de réaction amphibie américaine, permettant des débarquements plus rapides et moins prévisibles pour l'adversaire. Classe Paul Revere. La classe Paul Revere transportait le principal élément de toute guerre terrestre, l'infanterie. Reconvertis depuis des coques commerciales, ces grands transports de troupes embarquaient des milliers de soldats dans des conditions relativement acceptables pour de longues traversées transpacifiques. Véritables autobus géants de l'armée américaine, elles assuraient le flux continu de renforts humains indispensables au maintien de la pression militaire américaine sur l'ensemble du théâtre vietnamien. Classe Lafayette. La classe Lafayette portait la dissuasion nucléaire américaine dans les profondeurs les plus inaccessibles des océans. Ces sous-marins lanceurs d'engins à propulsion nucléaire restaient invisibles des semaines entières, embarquant des missiles balistiques capables de frapper n'importe quel point du globe. Leur simple existence, silencieuse et invérifiable,
constituait le pilier central de la stratégie de dissuasion nucléaire américaine durant tout le conflit vietnamien. Classe Sturgeon. La classe Sturgeon représentait le summum absolu de la chasse sous-marine. Rapide, silencieux et redoutablement armé, ce sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire patrouillait les grandes profondeurs à la recherche de toute présence sous-marine ennemie. Sa combinaison unique de discrétion acoustique exceptionnelle et de capacités offensives en faisait le prédateur le plus redouté des profondeurs océaniques dans tout le Pacifique occidental. Classe Permis. La classe Permis redéfinissait les standards de la guerre sous-marine moderne. Sa conception révolutionnaire axée sur la plongée profonde et la signature acoustique minimale établissait de nouveaux benchmarks pour les sous-marins d'attaque. Ses sonars à longue portée et son arsenal de torpilles et missiles en faisaient un système d'armes sous-marin complet, capable d'engager des cibles à des distances auxquelles ses adversaires ne pouvaient même pas encore le détecter. Classe Skipjack. La classe Skipjack combinait pour la première fois la propulsion nucléaire avec une coque en forme de larme hydrodynamique. Cette association révolutionnaire produisait des sous-marins d'une vélocité sous-marine sans précédent, capables de distancer pratiquement tout ce qui naviguait sous la surface. Cette supériorité de vitesse leur ouvrait des possibilités tactiques entièrement nouvelles, transformant fondamentalement la doctrine d'emploi des sous-marins d'attaque américains. Classe Gâteau. La classe Gâteau était une survivante de la précédente guerre mondiale en quête d'utilité dans un conflit d'une nature radicalement différente. Technologiquement datée face aux sous-marins nucléaires modernes, elle trouvait néanmoins sa place dans des missions spécialisées et des programmes d'entraînement intensifs durant les premières années du conflit vietnamien, permettant de former les équipages qui serviraient ensuite sur les plateformes nucléaires plus avancées. Classe Gâteau. La classe Gâteau était une survivante de la précédente guerre mondiale en quête d'utilité dans un conflit d'une nature radicalement différente. Technologiquement datée face aux sous-marins nucléaires modernes, elle trouvait néanmoins sa place dans des missions spécialisées et des programmes d'entraînement intensifs durant les premières années du conflit vietnamien, permettant de former les équipages qui serviraient ensuite sur les plateformes nucléaires plus avancées. La classe Loon servait dans les rôles secondaires essentiels que les sous-marins nucléaires ne pouvaient ou ne voulaient pas assumer. Vétérans robustes et fiables, ces navires assumaient des missions de surveillance, de transfert de personnel spécial et de collecte de renseignements dans des zones peu profondes inaccessibles aux grands sous-marins nucléaires. Leur durabilité légendaire leur permettait de rester opérationnels bien au-delà de leur période de service prévue. Classe Savenne. La classe Savenne transformait la guerre en acte médical. Ces navires hôpitaux flottants déployés au large des côtes vietnamiennes offraient des soins chirurgicaux et médicaux de niveau hospitalier directement sur zone de combat. Leur présence permanente dans les eaux du théâtre permettait de sauver d'innombrables vies en réduisant drastiquement les délais entre la blessure au combat et l'accès aux soins chirurgicaux spécialisés indispensables à la survie. Classe Mars. La classe Mars maintenait la flotte en mouvement sur des milliers de milles de mer ouverte. Ces énormes navires de ravitaillement rapide transbordaient en pleine mer carburant, vivres, munitions et pièces détachées tout en maintenant leur propre vitesse. Cette capacité de ravitaillement à la mer sans interruption opérationnelle prolongeait indéfiniment les déploiements des groupes de combat, éliminant le besoin de retour coûteux en temps vers les ports de ravitaillement. Classe Sacramento. La classe Sacramento portait le soutien logistique à un niveau jamais atteint. Ces plus grands navires de soutien de combat jamais construits fusionnaient les rôles du pétrolier et du ravitailleur général en une plateforme unique. Véritable supermarché flottant de la flotte américaine, elle pouvait simultanément fournir carburant, munitions et provisions à plusieurs navires de combat en même temps, démultipliant l'endurance globale des groupes de tâches américains. Classe Suribachi. La classe Suribachi transportait la cargaison la plus dangereuse de toute la flotte. Ces navires ravitailleurs en munitions géraient avec une précision méticuleuse des tonnes d'explosifs, d'obus et de missiles dans des conditions de mer parfois extrêmes.
Leur travail silencieux mais absolument indispensable maintenait les artilleurs et les aviateurs de la flotte constamment approvisionnés, garantissant que jamais un navire américain ne se retrouve à court de munitions au moment critique. Classe Nitro. La classe Nitro était le second poumon de la chaîne logistique en munitions. Ces navires ravitailleurs complémentaires assuraient la continuité ininterrompue des transferts de munitions vers les grandes unités de combat opérant au large du Vietnam. Sans leur présence silencieuse et régulière, les cuirassés, les croiseurs et les destroyers auraient rapidement épuisé leurs réserves, réduisant à néant la supériorité de feu que la marine américaine s'efforçait de maintenir en permanence. Classe Mi-Spion. La classe Mi-Spion avait été physiquement allongée pour embarquer encore plus de carburant. Ces pétroliers ravitailleurs constituaient les véritables stations-service flottantes d'une flotte qui consommait des millions de litres de fuel à chaque semaine de déploiement. Leur présence régulière aux côtés des groupes de combat permettait aux destroyers, croiseurs et porte-avions de maintenir leur station opérationnelle pendant des mois sans jamais avoir besoin de quitter la zone de combat. Classe Neosho. La classe Neosho incarnait l'optimisation moderne du ravitaillement en carburant. Ces pétroliers de flotte nouvelle génération étaient spécifiquement conçus pour des transferts de carburant rapides et efficaces vers les porte-avions et destroyers les plus voraces en énergie. Leur vitesse de pompage élevée réduisait au minimum le temps passé en ravitaillement à la mer, permettant aux navires ravitaillés de reprendre au plus vite leur mission opérationnelle. Classe agressive. La classe agressive ouvrait le chemin là où la mort se cachait sous la surface. Dotés de coques en bois spécialement choisies pour ne pas déclencher les mines magnétiques, ces dragueurs de mines effectuaient le travail le plus dangereux de toute la marine, nettoyer méthodiquement les voies navigables côtières pour permettre le passage en sécurité des grands navires de combat et de ravitaillement opérant dans les eaux vietnamiennes. Classe Acme. La classe Acme excellait dans la précision du travail le plus délicat de la guerre navale. Ces dragueurs de mines côtiers opéraient dans des zones de faible profondeur où les grands navires ne pouvaient accéder, sécurisant méthodiquement les approches portuaires et les couloirs de navigation commerciale. Leur travail patient et systématique garantissait que les routes maritimes vitales restent ouvertes et praticables pour les convois de ravitaillement essentiels à l'effort de guerre. Classe Adjudant. La classe Adjudant s'aventurait là où les autres navires refusaient d'aller. Ces petits chasseurs de mines côtiers opéraient dans les zones les plus littorales, scrutant les embouchures de rivières et les estuaires peu profonds à la recherche d'explosifs immergés. Leur petite taille et leur faible tirant d'eau leur permettaient d'accéder à des zones totalement inaccessibles aux autres navires, sécurisant des axes navals critiques pour les opérations fluviales américaines. Classe Fulham. La classe Fulham complétait le dispositif de guerre des mines américains avec une spécialisation côtière affirmée. Ces chasseurs de mines dédiés protégeaient en priorité les routes empruntées par les nombreux navires de transport et de soutien logistique. Leurs équipements de détection spécialisés et leurs techniques de neutralisation éprouvées leur permettaient d'identifier et d'éliminer les mines les mieux dissimulées dans les fonds vaseux des côtes et des estuaires vietnamiens. PBR Mark I. Le PBR Mark I était la créature des rivières. Ces bateaux de patrouille fluviale rapides et agiles sillonnaient sans relâche les voies d'eau étroites et sinueuses du delta du Mécogne, s'engageant dans des combats rapprochés d'une violence et d'une intensité extrême. Leur manœuvrabilité exceptionnelle dans les canaux les plus étroits et leur puissance de feu significative en faisaient l'outil principal de l'interdiction fluviale américaine dans les zones les plus disputées du delta. PCF Mark I. Le PCF Mark I portait la guerre jusqu'aux côtes les plus reculées. Ces swift boats rapides et lourdement armés patrouillaient les eaux côtières et les embouchures fluviales, interceptant systématiquement les jonques et sampans suspects susceptibles de transporter des approvisionnements vers les forces nord-vietnamiennes et Vietcong. Leur vitesse de pointe élevée leur permettait d'intercepter pratiquement tous ceux qui tentaient de naviguer furtivement le long des côtes du Vietnam du Sud. PCF Mark II. Le PCF Mark II améliorait sensiblement son prédécesseur sur des aspects directement liés au confort et à l'efficacité opérationnelle des équipages.
Une meilleure visibilité depuis les postes de combat et des aménagements intérieurs revus permettaient aux matelots de maintenir leur vigilance durant des patrouilles côtières prolongées sur la mer de Chine méridionale souvent agitée. Ces améliorations apparemment mineures se révélaient déterminantes pour l'endurance et la performance des équipages en mission longue durée. Classe Asheville. La classe Asheville chassait à toute vitesse. Ces canonnières de patrouille de grande taille utilisaient des turbines à gaz pour produire des accélérations et des vitesses de pointe remarquables. Conçues pour intercepter n'importe quelle embarcation ennemie sur les eaux vietnamiennes, elles combinaient cette vélocité exceptionnelle avec un armement substantiel, créant une plateforme de patrouille offensive aussi rapide que dangereuse pour tout ce qu'elles se mettaient en tête d'intercepter. Classe Nasty. La classe Nasty apportait la vitesse et la surprise dans les missions les plus sensibles. Acquises en Norvège pour leurs performances remarquables, ces vedettes rapides en bois participaient à des opérations clandestines et des raids éclairs le long des côtes nord-vietnamiennes. Leur discrétion relative et leur excellente vitesse de pointe les rendaient particulièrement adaptés aux insertions furtives d'équipes spéciales et aux frappes rapides sur des installations côtières ennemies précisément ciblées. Classe Osprey. La classe Osprey testait une vision futuriste de la guerre navale côtière. Ces hydroglisseurs expérimentaux se soulevaient littéralement hors de l'eau sur leurs foiles porteurs pour atteindre des vitesses totalement inaccessibles aux embarcations conventionnelles. Bien que peu nombreux et encore expérimentaux dans leur emploi, ils accumulaient des données opérationnelles précieuses qui allaient directement influencer la conception des navires de patrouille côtier rapide des générations américaines suivantes. Monitor LCM-6. Le Monitor LCM-6 apportait la puissance blindée lourde dans les marécages les plus impénétrables du delta. Cuirassé fluvial développé sur la base d'un engin de débarquement, il embarquait des canons lourds et des mortiers de soutien direct. Son blindage épais lui permettait d'absorber des tirs significatifs tout en progressant dans les chenaux fluviaux pour fournir un appui feu direct aux soldats engagés dans les combats les plus brutaux de la jungle deltaïque. Zippo LCM-6. Le Zippo LCM-6 était la terreur des rives. Variante du même engin de débarquement transformé en lance-flammes mobile, il était déployé pour brûler les épaisses végétations et détruire les bunkers et positions fortifiées dissimulées dans les berges boueuses. Symbole de la brutalité particulière de la guerre fluviale vietnamienne, il transformait des kilomètres de rives végétales denses en zones dégagées, privant l'ennemi de ses refuges naturels les plus protégés. Quel navire américain de la guerre du Vietnam vous impressionne le plus ? Écrivez son nom en commentaire et dites-nous pourquoi il mérite sa place dans l'histoire navale.